Bonjour à toutes et tous, suite de la colle du lundi sur un deuxième exercice qui va porter sur un moteur asynchrone. Alors ici, c'est pas un exercice d'oral à proprement parler parce qu'il est relativement long, donc il faut plus le voir comme une sorte de préparation à l'écrit. Un exercice d'oral serait forcément plus compact que ce qui est proposé ici. Donc là, on va attaquer un exercice qui nous présente un moteur dit asynchrone. Alors asynchrone, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie qu'on va avoir un champ magnétique B qui va tourner à une certaine vitesse angulaire, oméga 0, et qu'on va avoir une bobine qui va suivre à la vitesse angulaire oméga, qui sera a priori différente de oméga 0. Et donc on va appeler grand oméga la différence entre la vitesse angulaire de rotation du champ magnétique et la vitesse angulaire de rotation de la bobine. Alors, les premières questions, donc c'est des questions assez classiques, il va falloir déterminer le courant dans la bobine en régime sinusoïdal forcé en précisant sa valeur efficace et son retard de phase ψ sur la force électromotrice d'induction. Donc ici, on nous présente une configuration où on a une bobine vue du dessus. On a l'axe des Z qui est donné ici, l'origine des angles qui est donnée sur l'axe des X du repère cartésien, et puis donc deux angles. Alors là, c'est pas très bien passé, donc je vais le réécrire en plus gros. Oméga 0t plus phi ici, oméga t ici. Ok. Et donc, les deux vont tourner à une vitesse angulaire, oméga et oméga 0 respectivement, autour de l'axe OZ. Donc, ici, première question, on nous demande de trouver le courant I. Pour cela, il va falloir travailler sur le flux. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le flux? Eh bien, le fait que le champ magnétique B tourne à une vitesse angulaire différente de la bobine, ça va provoquer des variations de flux magnétique. En effet, le produit scalaire B par N va varier au cours du temps. Et donc, ces variations de flux vont créer, par induction, l'apparition d'une FEM induite dans la bobine, qui va créer l'apparition d'un contre-courant, si on veut. Et ce contre-courant va s'opposer aux variations de flux magnétique. Donc si le flux est en train d'augmenter parce que B est en train de s'aligner avec N, le courant va s'opposer à cette augmentation de flux. Si le flux est en train de diminuer parce que B s'écarte de N, eh bien le courant créé va s'opposer aussi à cette variation de flux en recréant du champ magnétique dans le même sens que B. Donc une fois qu'on a ce principe physique en tête, eh bien on va essayer de définir proprement, mathématiquement, le flux. Alors ici, je refais un schéma rapidement pour bien situer les différentes grandeurs. Si on veut calculer le flux, il va de soi que l'on va calculer la double intégrale de B ds sur toutes les spires, donc sur la bobine complète. Donc ici, on sait qu'on va calculer B scalaire S avec S le vecteur surface totale. Alors, ici, on nous donne la surface totale S, et donc on sait que le vecteur surface va être aligné avec N. Ok? On sait que le champ magnétique va être aligné comme ceci. Donc, au moment où on calcule le produit scalaire, eh bien, on calcule en réalité le produit des normes fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, j'ai un premier angle ici qui vaut oméga 0t plus phi, un deuxième angle ici qui vaut oméga t. Donc, la différence des angles, eh bien, ce sera oméga 0t plus phi moins oméga t. Donc finalement, j'obtiens le flux magnétique, phi, qui vaudra B fois S fois cosinus de oméga 0 moins oméga fois t plus grand phi. Soit encore, alors ici on va mettre des barres pour distinguer le flux magnétique de la phase à l'origine sur B, soit encore, hop, phi, qui vaudra B fois S fois cosinus de grand oméga t
plus petit phi. Hop. Donc ici, j'ai obtenu le flux magnétique. Alors, une fois le flux magnétique obtenu, eh bien, je vais calculer la FEM, et grâce à la loi d'émail, et un travail en régime sinusoïdal forcé, eh bien, je vais pouvoir faire le lien entre les tensions et les intensités par l'intermédiaire des impédances. Alors, la loi de Faraday, qu'est-ce qu'elle m'apporte? La loi de Faraday me dit que la FEM d'induction qui va apparaître, liée aux variations de flux, ce sera moins d de grand phi sur dt. Moins d phi sur dt, ça vaudra, d'après le calcul qui est là, plus, j'ai moins ici, moins parce que j'ai dérivé la fonction cosinus, donc plus, b fois grand S fois oméga, fois sinus de grand oméga t. Plus, pardon, ne n'oublions pas, petit phi, la phase à l'origine. Donc là, je peux mettre le résultat sous cette forme, ou choisir de travailler avec cosinus, en ayant derrière la tête, évidemment, que je vais devoir passer en notation complexe bientôt. Donc ici, je transpose sinus d'un angle, c'est cosinus de cet angle, moins pi sur 2. Donc j'obtiens la FEM induite suivante grâce à la loi de Faraday. Alors, une fois la loi de Faraday appliquée, eh bien, je vais travailler sur le circuit équivalent auquel je vais appliquer la loi d'émail. Alors ici, j'ai considéré uniquement au niveau de l'induction le flux associé aux variations de champ magnétique extérieur. Je n'ai donc pas pris le phénomène d'auto-induction. Je place la bobine dans le circuit en tant que récepteur. Donc dans la bobine, initialement, j'avais simplement l'association de L et de R en série. Le phénomène d'induction fait apparaître un générateur fictif, en quelque sorte, la FEM induite de tension à vide, E. Donc ici, j'oriente I, et je place la bobine et la résistance en convention récepteur, tandis que E est en convention générateur. La loi d'émail m'apporte un résultat assez simple. La somme algébrique des tensions rencontrées dans une maille orientée est nulle. Donc j'obtiens E égale LDI sur dt plus RI, avec UR égale RI, UL égale LDI sur dt, et E moins UL moins UR égale 0. Autrement dit, E égale UL plus UR. Une fois que j'ai établi ceci, eh bien il me reste à me placer selon ce qui est demandé dans l'énoncé, il me reste à déterminer le courant en régime sinusoïdal forcé. Alors, ici, le passage en régime sinusoïdal forcé, ça signifie que je suppose que les régimes transitoires ont pris fin. Donc, en gros, j'ai E, ici, qui est sous forme d'une fonction sinusoïdale du temps, à la pulsation grand oméga. Donc, je m'attends à ce que I soit une fonction sinusoïdale du temps à la pulsation grand oméga. Et donc ici, j'ai le retard de phase appelé psi, que je vais chercher à identifier. Alors, ce que je sais, c'est que le passage en régime sinusoïdal forcé m'amène à l'idée que E complexe vaudra J fois L fois oméga plus R fois I complexe. Or, je sais que E, passé en notation complexe, c'est B fois S fois grand oméga fois exponentielle J de grand oméga t plus petit phi moins pi sur 2. Donc le passage en régime sinusoïdal forcé, l'utilisation finalement de la notation complexe, eh bien m'amène à l'idée que I complexe vaudra B fois grand S fois oméga sur
R plus JL oméga. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, attention. Ici, il va de soi que c'est grand oméga. En fait, toutes les fonctions sont des fonctions sinusoïdales du temps à la pulsation grand oméga. Donc attention de ne pas écrire trop vite ici. Voilà. Alors, donc j'ai BS fois grand oméga sur R plus JL fois grand oméga, j'ai passé ceci de l'autre côté, fois exponentielle de J, grand oméga T, plus petit phi, moins pi sur 2. Alors ici j'ai obtenu I en notation complexe. Je sais maintenant qu'il va me rester à déterminer le module et l'argument pour déterminer complètement l'expression de I. Le module va me donner l'amplitude, et l'argument va me donner la phase à l'origine. Alors, ici, ce qu'on me demande, c'est la valeur efficace. Donc comme j'ai un signal sinusoïdal, je sais finalement que l'amplitude sur racine de 2 me donnera la valeur efficace. Alors, il faut faire attention, ici, c'est sous l'hypothèse que le signal est sinusoïdal que l'on peut appliquer ce résultat simple. Donc, I efficace, ce sera l'amplitude Imax sur racine de 2, et l'amplitude, eh bien, c'est le module du nombre complexe que j'ai ici. Donc, ce sera B fois grand S fois oméga, sur racine de 2, et là j'ai une racine un petit peu plus longue, fois partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré, L carré, grand oméga carré. Comme ceci. Donc, là j'ai obtenu la valeur efficace de la tension I. Il me reste maintenant à déterminer la phase à l'origine, et donc là, le retard de phase. Alors ici, on va rappeler l'expression générale de I. Finalement, I, on le suppose de la forme suivante. I max cos oméga t plus phi, avec phi, la phase à l'origine. Ok. Alors maintenant, je vais essayer de calculer le retard de phase. Donc pour cela, eh bien, il va falloir s'intéresser à psi, qui vaudra la phase à l'origine de E moins la phase à l'origine de I. Donc je vais déterminer la phase à l'origine de I. La phase à l'origine de E, eh bien je l'ai ici, c'est phi moins pi sur 2. La phase à l'origine de I, c'est l'argument de IM complexe. Donc ici, phi I, ce sera l'argument de l'amplitude complexe IM, donc qui vaudra phi moins pi sur 2, moins l'argument de R plus JL oméga. Donc, ici, je sais que, à ce moment-là, grand psi, ça vaudra phi E moins phi d'après la définition d'énoncé. Donc ça vaudra plus argument de R plus JL oméga. Pour déterminer l'argument de R plus JL oméga, je peux me placer dans le plan complexe
La partie imaginaire vaut L fois oméga. La partie réelle vaut R. Et l'argument que je cherche s'identifie ici. Donc là, directement, je vois que l'angle que je cherche, ce sera l'argument de ce nombre complexe. Alors R et JL oméga sont des valeurs, enfin R et L oméga sont des valeurs positives. Donc je vais obtenir de manière très simple psi qui vaut arctangente de L fois grand oméga sur R. Alors, une fois que j'ai obtenu ce résultat, eh bien il me reste maintenant à exprimer I de t, l'expression temporelle, de manière complète. Alors je sais ici que I de t, eh bien ce sera l'amplitude, donc B fois S fois grand oméga, sur racine de R carré plus L carré oméga carré, fois cosinus de grand oméga t, plus phi, donc phi qui vaut petit phi moins pi sur 2, moins pi, avec psi défini précédemment. Donc voilà pour l'expression temporelle de l'intensité I traversant le circuit. Alors, maintenant, on me demande de trouver les expressions du couple instantané gamma et du couple moyen C agissant sur la bobine. Alors, pour définir le couple, il va déjà falloir définir le moment des actions de Laplace. Alors, ici, on sait que la force de Laplace va avoir une résultante globalement nulle, parce que le circuit est fermé sur lui-même, et que l'intensité est la même en tout point. Donc finalement, on va intégrer le long d'un contour qui va être fermé. Donc si on part d'un point, qu'on revient au même point, et qu'on calcule l'intégrale de I dl vectoriel B, avec ni B ni I qui ne varie, qu'on part d'un point et qu'on revient au même point, on va trouver le vecteur. Donc on sait ici qu'on peut parler de couple, parce que la résultante des forces de Laplace est nulle. Donc le couple, on pourrait derrière essayer d'intégrer l'ensemble des forces sur tous les points et choisir un point de référence et calculer OM vectoriel la force de Laplace en chaque point. Mais il existe une formule toute faite qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. La formule toute faite qu'il ne faut pas oublier, c'est que le couple de Laplace vaut le moment magnétique vectoriel, le champ magnétique extérieur. Et cette formule va nous permettre de travailler de manière très très simple. Alors pourquoi? Parce que le moment magnétique est définissable de manière extrêmement facile. M, c'est l'intensité traversant le circuit fois le vecteur surface du circuit. Or, le vecteur surface est parfaitement défini, parce que c'est la surface totale de la bobine, donc ici n fois la surface d'une spire, orientée selon n, qui respecte évidemment la règle de la main droite par rapport à l'orientation choisie pour I. On a I qui s'enroule autour de n, donc ici, aucun problème. Alors, vu cette définition du moment magnétique, on sait que le couple que l'on cherche, gamma, ce sera l'intensité calculée précédemment, fois le vecteur surface, donc Sn, vectoriel B, et B ici, il est orienté selon le vecteur qu'on a défini précédemment sur la direction angulaire oméga 0 t plus petit phi.
Alors, à partir de cette expression, je sais directement que n vectoriel b va être sur EZ, n vectoriel b si vous voulez, il va me rester forcément un couple qui va pointer vers, sur l'axe perpendiculaire au plan d'étude. Et donc ici, ISN vectoriel b, eh bien je peux le calculer, ça va me donner I fois S fois B fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs sur EZ. Donc je vais obtenir finalement le couple qui vaut I fois S fois B fois sinus de grand oméga t plus phi. Donc là, pour l'instant, j'ai le couple instantané. Donc là, si vous avez du mal à voir que le produit vectoriel, c'est le produit des normes fois sinus de l'angle, eh bien, vous pouvez détailler les composantes. Ça prend un petit peu plus de temps, mais on arrive aussi au résultat. Alors, ici, finalement, donc on va obtenir le couple. Pour l'instant, on va encore travailler sur le couple instantané. Gamma, qui vaudra B fois S fois sinus de oméga t plus phi, facteur de I, B fois S fois grand oméga sur racine de R2 plus L carré grand oméga carré. Alors là, le calcul va être un peu long, il faut s'accrocher. Fois sinus de oméga grand oméga t plus phi moins psi. Alors, ici, je vais réagencer un petit peu le calcul. J'ai un produit de 2 sinus. Donc, ce produit de 2 sinus, je peux le scinder en une somme de cosinus. En effet, je sais qu'en trigonométrie, je peux écrire que sinus A sinus B ça vaut la moitié de cosinus de A moins B moins cos de A plus B. Alors, si vous avez oublié ceci, rappelez-vous simplement que cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B, et que cos A moins B, c'est cos A cos B plus sin A sin B. Retenez, le cosinus est raciste aimanteur, vous combinez les expressions, vous trouvez cette formule trigonométrique. Alors, je réagence la formule précédente, donc j'obtiens B carré S carré oméga sur racine de R au carré plus L au carré fois oméga au carré, facteur 2, alors ici j'ai un facteur 2 qui peut déjà sortir, alors on va le mettre ici, sur 2 ici, hop, voilà, fois, alors j'ai cos A moins B, donc ici A, ici B, donc cos psi, moins cos A plus B, donc ici A plus B, cosinus 2 grand oméga t, plus 2 fois phi moins psi. Donc pour l'instant, j'ai une valeur instantanée. Alors, pour calculer la valeur moyenne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour calculer la valeur moyenne, comme j'ai une fonction périodique, je sais que je peux me contenter de l'intégrale sur une période. Donc la valeur moyenne qu'on a appelée C du couple, ce sera 1 sur une période de la fonction,
On voit que la fonction est périodique vis-à-vis du temps. Voilà l'intégrale de 0 à t de gamma de t dt. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un terme constant, et j'ai un terme ici de pulsation 2 fois grand oméga. Donc si je définis t comme 2π sur grand oméga, ça veut dire que j'intègre le cosinus sur 2 périodes. Si je travaille avec l'intégrale qui est définie comme l'aire sous la courbe pour une fonction cosinus, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a autant d'air positive sous la courbe que d'air négative. Les surfaces sont identiques, les valeurs étant algébriques, eh bien on va avoir compensation. Donc la valeur moyenne ici de cette fonction est nulle. Donc finalement, le couple C moyen, eh bien ce sera 1 sur t fois gamma de t dt. Donc ici, il va me rester simplement la valeur moyenne de 1 sur t de cos psi dt. Les t se simplifient, il va me rester cos psi ici. Donc C, ça vaudra b au carré s au carré fois oméga sur racine de r carré plus l carré oméga au carré. J'ai un facteur 2 au dénominateur ici, cos psi. Alors, là j'ai obtenu le couple moyen. Alors on va essayer d'interpréter un petit peu physiquement le résultat. Ici, ce qu'on peut dire, c'est que ce couple moyen dépend fondamentalement de la valeur de psi qui est ici. Et on voit notamment que si j'ai pi sur 2 comme déphasage, eh bien, je veux obtenir un couple moyen qui est nul. Autre chose que je remarque si je veux aménager un petit peu l'expression, je remarque que psi est défini à partir de cette figure-là. Donc ici, j'ai un côté opposé qui vaut L fois oméga, un côté adjacent qui vaut R. Donc je vois que j'ai cosinus psi qui vaut la partie réelle sur racine de R carré plus L carré oméga carré. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Eh bien parce qu'ici, je peux réaménager la formule. Si je pose que cosinus psi, c'est R sur racine de R carré plus L carré oméga carré, eh bien je vais obtenir que C, c'est B carré S carré fois oméga fois R sur 2 facteur de R carré plus L carré oméga au carré. Alors ici, chose intéressante, je vois que si oméga égale 0, bon ça sans doute le couple est nul. Je vois que si oméga tend vers l'infini, le couple est nul aussi, c'est-à-dire que si le système tourne trop vite, à la fin les mouvements seront désordonnés, c'est-à-dire que le couple moyen va s'annuler. Donc il va exister une valeur de décalage en fréquence de rotation entre le champ B et la bobine qui va me donner un couple optimal. Et donc c'est ce qu'on va se proposer de trouver maintenant, avec grand oméga qui vaut oméga 0 moins oméga. Ok. Alors, ici, je reviens à l'énoncé. Je dois étudier les variations de C en fonction de oméga, calculer la valeur C0 pour oméga égale 0, sa valeur maximale c'est m et la valeur de pulsation associée oméga m. Donc, ici, ce que je vais faire, eh bien, je vais essayer déjà de commenter physiquement ce qui se passe. Je constate donc que pour que le couple soit supérieur à 0,
couple moteur, eh bien, il faut que ce terme soit supérieur à 0. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le champ magnétique B aille plus vite angulairement que la bobine. B tourne plus rapidement que la bobine, pour qu'il y ait un effet moteur. Alors, au niveau du couple, je vais réagencer la formule un petit peu. Hop, on va passer à la question 3. Donc je sais que C vaut, la formule que j'ai donnée avant, B carré S carré fois R fois oméga sur 2 facteur de R carré plus L carré oméga au carré. Alors je vais réagencer un petit peu la formule. Je vais notamment laisser les termes constants à l'avant, B carré S carré sur 2R. Je vais placer derrière oméga 0 moins oméga au numérateur sur, et comme j'ai factorisé par 2R ici, ben ce qui va être intéressant, c'est que je vais obtenir ici 1 plus L carré sur R carré, facteur de oméga 0 moins oméga que j'élève au carré. Alors, ici, quel est l'intérêt de cette forme? C'est que je vais pouvoir maintenant étudier une fonction de oméga un petit peu plus simple que prévu. Donc, une fois que j'ai placé C sous, entre guillemets, une forme adaptée pour l'étude de la fonction, eh bien, je vais étudier. Je sais que C va varier en fonction de f de oméga. Je vais devoir maintenant étudier cette fonction. Alors, étudier cette fonction, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que je calcule la dérivée. Alors, le calcul est un peu long. Ça va me dire forcément, hop. Donc déjà, je sais que j'ai la fonction au dénominateur qui va apparaître au carré. Au numérateur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la dérivée de cette fonction, dérivée par rapport à oméga, donc moins 1, fois 1 plus L carré sur R carré, fois oméga 0 moins oméga que j'élève au carré. Ok. Ensuite, je vais avoir oméga 0 moins oméga, facteur de la dérivée de la fonction au dénominateur. J'ai un moins ici d'ailleurs. Hop. Donc la fonction que j'ai au dénominateur, une fois dérivée, donc le 1 va sauter, L carré sur R carré ne va pas bouger, facteur de 2 fois, ici j'ai oméga 0 moins oméga au carré, donc ça me donne oméga 0 moins oméga, et comme j'ai un moins ici, j'obtiens un signe moins à ce niveau-là. Ok. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens df sur d oméga, qui vaut, en simplifiant, alors là j'ai plein de choses à simplifier, qui vaut donc L carré sur R carré fois oméga 0 moins oméga que j'élève au carré moins 1 sur 1 plus L carré sur R carré fois oméga 0 moins oméga que j'élève au carré et que je réélève encore au carré. Ok. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que le signe de la dérivée de f par rapport à oméga est identique au signe du terme que j'ai obtenu ici, L carré sur R carré,
facteur de oméga 0 moins oméga que j'élève au carré, moins 1. Donc je cherche l'annulation de la dérivée. Calcul de la dérivée, je commente le signe. Je cherche l'annulation. Et je sais que l'annulation va me donner un maximum. Pourquoi? Parce que ici, si je cherche un couple moteur, je me place dans la zone de fréquence où oméga 0 est supérieur à oméga. Donc je sais que quand oméga 0 moins oméga tend vers 0, la fonction tend vers 0. Quand oméga 0 moins oméga tend vers plus l'infini, la fonction tend vers 0. Donc le passage entre les deux va correspondre à un maximum. Hop. Ici. Donc, ici, l'annulation de la dérivée me donne le maximum de la fonction. df sur doméga égale 0 implique directement le fait que L au carré sur R au carré fois oméga 0 moins oméga, le tout au carré, vaut 1. J'annule ce terme. Donc finalement, j'obtiens le fait que oméga 0 moins oméga, le tout au carré, vaut R sur L, le tout au carré. Alors, derrière, il va falloir bien choisir les intervalles qui vont me permettre de résoudre le problème. Je sais derrière que oméga 0 moins oméga vaudra plus ou moins R sur L. Donc, oméga m, associé au maximum de la valeur, eh bien, ça va me donner oméga 0, fois plus ou moins, enfin, à plus ou moins R sur L. Donc, derrière, je vais essayer d'identifier les valeurs minimales et les valeurs maximales du couple. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans l'étude de la fonction ici. Alors, aller un petit peu plus loin dans l'étude de la fonction, ça veut dire que je vais calculer C0, le couple, lorsque oméga égale 0. Alors, je reprends l'expression de C que j'ai avant. Quand oméga vaut 0, je remplace ici par oméga 0, ici aussi. Donc j'obtiens C0, qui vaudra B carré S carré fois oméga 0 sur 2R fois 1 plus L carré sur R carré oméga 0 carré. Ok. Ensuite, je vais combiner le tableau de variation et de signe, un tableau de signe de la dérivée, tableau de variation de la fonction, avec donc oméga qui va partir de 0, passer par la valeur oméga 0 moins R sur L, oméga 0 plus R sur L, tendre vers l'infini. La dérivée df sur d oméga, je vais commenter son signe. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate, j'ai dit que le signe de df sur d oméga est identique au signe de L carré sur R carré, oméga 0 moins oméga, le tout au carré, moins 1. Donc de 0 à oméga 0 moins R sur L, j'ai une fonction croissante, une dérivée positive. Ensuite, une dérivée négative, je n'ai pas de changement de signe ici, et je obtiens une dérivée positive ici. Donc je vais avoir deux annulations de la dérivée comme prévu, ici et ici. Oméga 0 moins R sur L et oméga 0 plus R sur L. Donc le couple C va partir de la valeur C0, va croître jusqu'à ce qu'on obtienne la valeur Cm, va s'annuler en oméga 0, continue à décroître jusqu'à la valeur moins Cm,
et va de nouveau croître pour atteindre une valeur nulle. Donc voilà les variations de C pour oméga allant de 0 à plus l'infini. Donc ici, je sais maintenant que le couple maximal moteur, Cm supérieur à 0, est obtenu pour oméga m égale oméga 0 moins R sur L. J'exprime ce couple maximal. Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens B carré S carré sur 2R, facteur de R sur L, sur 1 plus R carré sur L carré, fois R fois L, pardon, j'ai fait une bêtise, fois L au carré sur R au carré. Donc ici, je finis par obtenir que le couple maximal vaut B au carré fois S au carré sur 4 fois L. En réinjectant simplement dans la fonction précédente. Alors, si je représente la courbe représentative de C en fonction de oméga, hop, je choisis le bon crayon, tac, voilà. Alors, là je vais avoir C hop, comme ceci, qui part de C0, positif, qui va jusqu'à Cm, positif également, qui donc passe par Cm à oméga 0 moins R sur L, qui s'annule à oméga 0, qui devient maximal à oméga 0, minimal à oméga 0, plus R sur L. Alors, je représente la courbe rapidement. Donc, les points remarquables, on va en avoir un ici, un ici. Et donc, pour un moteur asynchrone, c'est-à-dire où on a désynchronisé le champ magnétique et la bobine, eh bien, il est logique de voir que le couple s'annule lorsque les deux sont synchrones. Un moteur asynchrone synchrone donne un couple nul. Ça, on pouvait presque s'y attendre si on s'intéresse un tout petit peu au vocabulaire utilisé. Donc la courbe représentative de C en fonction de oméga donc, prend l'allure suivante. Alors ici, on trace à main levée. Hein. Et on va maintenant essayer de commenter le comportement. Alors, ce qu'on voit instantanément, c'est que le comportement moteur, c'est-à-dire le comportement à couple positif, se situe dans cette zone. Ici, on aura un comportement qui va être un comportement résistant. Donc un comportement qui ne nous intéresse pas. Nous, on veut entraîner la bobine dans le sens de rotation du champ B. Alors, ensuite, on va essayer de commenter les stabilités. Alors, les stabilités ici, c'est ce qui est demandé dans la question 4. Hop. La stabilité va être observée si une baisse de la vitesse angulaire entraîne une augmentation du couple, et si une augmentation de la vitesse angulaire entraîne une diminution du couple. Alors, donc déjà, avant, on peut dire que le comportement est moteur lorsqu'on va de 0
à oméga 0 et résistant lorsqu'on va de oméga 0 à plus l'infini. Donc au niveau des pulsations. Pour ce qui est de la stabilité, ce qu'on veut pour un moteur stable, c'est que C augmente si oméga diminue, et idem, que C diminue si oméga augmente. Donc, là on regarde assez simplement ce que ça signifie. Il faut que la fonction C égale f de oméga soit une fonction décroissante. Alors sur quelle zone est-ce qu'on a une fonction décroissante? Eh bien on voit qu'on a une fonction décroissante sur cette portion de courant. Donc dans la zone du comportement moteur, si on cherche un comportement stable, on va devoir se placer dans cette zone. C'est-à-dire dans la zone où oméga appartient à oméga 0 moins R sur L, oméga 0. Alors, on va essayer d'interpréter physiquement ce qui se passe. En gros, on veut créer un couple dont la valeur reste stable au cours du temps. En effet, un moteur en régime établi, on n'a pas envie de faire subir des variations de couple en permanence. Ici, si, pour une raison X ou Y, oméga augmente, on part d'un point de fonctionnement sur un couple C donné. Si pour une raison X ou Y, oméga augmente, eh bien on voit que le couple va diminuer. Donc si le couple diminue lorsque oméga augmente, eh bien ça veut dire que l'effet moteur est moins fort. Donc le rotor va ralentir. Donc sa vitesse angulaire augmente, le couple moteur diminue, la vitesse angulaire revient à sa valeur d'avant, on a un comportement stable. Même chose si on quitte ce point vers l'autre extrémité, oméga diminue, C augmente, donc le couple va permettre au rotor de rattraper son retard. Si on se place dans la zone à gauche, ici, qu'est-ce qui va se passer? A contrario, si je prends un point de fonctionnement à ce niveau-là, eh bien je constate que si oméga augmente, le couple augmente. Donc finalement, si le rotor prend de l'avance par rapport au point de fonctionnement que je souhaite, le couple continue d'augmenter et augmente encore l'avance. J'ai une rétroaction positive, si on veut, j'ai quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je n'arrive pas à stabiliser la valeur de vitesse angulaire du moteur. Donc, je sais ici que la zone que j'ai assurée en orange est une zone de comportement instable. Donc ici, le comportement sera instable tant que je n'aurai pas déplacé la vitesse angulaire oméga m à ce niveau-là. Alors, dernière question ensuite, on me demande comment je ferai pour créer le champ tournant qui est là. Alors, là c'est une sorte de question de cours un peu déguisée. Il faut se rappeler qu'on a vu une fois comment créer un champ tournant. Créer un champ tournant. Ça se fait en prenant deux bobines identiques. Alors là, je les représente en vue du dessus. Donc j'ai une bobine 1 qui va créer son champ magnétique propre B1. J'ai une bobine identique donc, à la première qui va créer son champ magnétique B2. Donc là, je respecte la règle de la main droite. Hop, je place la bobine ici. Je vais avoir en vue du dessus le courant qui va aller vers la droite. Ok. La superposition de B1 plus B2 me donne le champ magnétique B résultant, le champ magnétique B total. Donc par superposition,
B égale B1 plus B2. Donc derrière, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais placer les deux bobines en quadrature de phase au niveau de l'intensité. Donc si les bobines sont identiques et à égale distance de haut, les normes des champs magnétiques vont être les mêmes. Donc je vais avoir finalement B1 qui vaudra B0 cosinus oméga t comme ceci en norme. Et je vais me débrouiller pour avoir B2 qui vaudra B0 sinus oméga t. Donc pour cela, eh bien, il suffit simplement de déphaser de pi sur 2 les courants dans les bobines 1 et 2. Donc deux bobines à axe perpendiculaire avec les courants en quadrature de phase. Donc là, on voit instantanément que si je calcule la norme de B, eh bien, la norme de B va être constante et va valoir B0. Et je constate aussi que B va tourner à la vitesse angulaire oméga qui correspond à la pulsation des deux intensités 1 et 2. Cet exercice était un petit peu long. Comme je vous l'ai indiqué au début, c'est plus une introduction à de possibles sujets d'écrit qu'un exercice d'oral en tant que tel. Si on voulait transformer cet exercice en exercice d'oral, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, par exemple, on vous amènerait à faire le calcul de l'expression temporelle de I, du couple et du couple moyen. On vous donnerait la courbe directement ici, et on vous demanderait de l'exploiter. Vous voyez, là, on condenserait un petit peu l'exercice pour le rendre faisable en une demi-heure. Et évidemment, la question type champ tournant et les questions d'interprétation avec la stabilité du moteur sont des questions très intéressantes à l'oral, parce que c'est des questions qui vont tester votre sens physique, votre capacité d'interprétation. Sur ce, il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.